La tentation de Paul Martel 24, chapitre 7. Avril amenait un gai soleil et de beaux jours. Il ferait bon respirer au bois de Boulogne, si nous y allions de compagnie dimanche, avait suggéré Martel à Barrier. Barrier n'avait pas dit non, et les deux familles venaient de se rencontrer aux alentours des lacs. Martel guidant sa mère, Barrier escorté de ses 3 enfants. Tour du lac, couvert, peu près solitaire. Enfants prirent sur le tapis vert une grande gerbe tendre, des gazouillis. Solange éprouvait, avait dans le champ, bras appuyés au dossier d'une chaise, sentait à elle de profil. Il avait pétrissé en parlant le feutre mince, front intelligent et les piques chevelures rejetées en arrière. Écrite la ligne ferme, cette décision, cette ardeur, Martel. Est-ce que ces enfants-là, suggéra madame Martel, du fond de son obscurité, elle cherchait à faire plaisir à autrui. Sido et Mira, c'est par ce diminutif et cet anagramme que désignaient maintenant son frère et sa sœur, répondirent avec chaleur. Paul, conduis-les à une boutique. Si les 2 enfants étaient contents, Solange ne l'était plus. Elle maudissait l'idée de madame Martel qui, pour un bon moment, éloignait Paul. Lui, complaisant, se leva. Sido déjà courait en avant, mais Mira, prise d'un subit accès de timidité, se réfugia contre sa sœur. « Viens avec moi, Solange. » Et Solange ne se fit pas prier. Ils partirent tous 4 à la recherche d'une petite boutique. Sido gambadait. La fillette tenait obstinément la main de sa sœur. C'est à elle que d'abord Martel s'adressa. Il lui parla gentiment, lui demanda si elle aimait les gaufres et si elle n'était pas un peu gourmande. Et comme l'enfant avouait aimer les bonnes choses, il dit, taquin, que ce devait être la faute de mademoiselle Solange, qui l'habituait à une trop bonne cuisine. Solange sourit et rejeta la faute sur son école ménagère, où on lui avait enseigné à faire le mieux possible avec le moins possible. « Vous devriez me donner des leçons, mademoiselle, dit-il gaiement. J'ai beau m'ingénier, je fais souvent faire pénitence à ma pauvre maman. Elle consentit avec élan et promit des recettes, mais lui souriant. Vous y perdriez votre peine. Voyez-vous, ce qui me manque et me manquera toujours, c'est le temps. Il faut qu'en un quart d'heure, j'ai préparé le déjeuner. Cela ne me permet que quelques plats toujours les mêmes. Et comme il n'était pas gastronome, il ajouta « N'est-ce pas pitié de parler de fourneau pour une fois que nous jouissons de quelques heures de liberté en plein air ?» Sans corps. Rougeur monta. Ce pauvre si nous étions désincarnés, nous n'aurions plus besoin d'abri ni de vêtements, donc nous pourrions nous déplacer sans avoir besoin du chemin de fer, nous visiterions ainsi, nous transporter au-delà de la lune, nous irions vérifier, sans les yeux, sentir les fleurs et cette bonne odeur d'herbe, plus jamais mal aux dents, plaidant pour le pauvre corps, et elle contre. Ce fut Martel qui eut le dernier mot, quand, ayant joint enfin le kiosque où se fabriquaient les gaufres, et voyant Solange mordre à belles dents la pâte dorée, il lui dit « Si vous n'aviez pas de corps, mademoiselle Solange, vous ne goûteriez pas le plaisir de manger cette gaufre. » Elle ne protesta pas. Cette gaufre lui semblait exquise, croustillante, sucrée à point. Ils revinrent par un autre chemin, pour changer, avait dit Paul, mais cet autre chemin était celui des écoliers. Mira, à présent, jouait avec Sido. Martel marchait à côté de Solange. Il commença. « Je ne vous ai pas encore remercié de la visite que vous avez faite à maman. C'est une bonne œuvre dont le ciel vous récompensera. Croyez-vous qu'une action si agréable me sera comptée? Madame Martel est gaie, aimable. Causer avec elle m'a été un vrai plaisir. Pauvre chère maman, avec son infirmité, elle serait si excusable de montrer une humeur chagrine et fâcheuse. Je l'admire. C'est réciproque, remarqua Solange avec un malicieux sourire. Vous voulez dire que maman a pour moi une admiration très exagérée. Mais non, pas exagérée, pourvu qu'elle ne vous ait pas servi mon panégyrique tout entier. De qui m'aurait-elle parlé sinon de vous? Et qu'est-ce que maman vous a dit de moi, mademoiselle Solange? Vous êtes bien curieux. Et non, mais j'ai si peur qu'elle m'ait forcé la note. Elle n'a qu'un défaut, ma pauvre maman, celui de me juger avec trop de complaisance. Je serais fâchée de mon caractère. En le disant exagéré, maman trouve un mademoiselle, si vous, l'héroïsme en guidant, son infirmité réclamerait, non, quoique, accomplissement pas, et que je trouve d'avenir pour assurer. Paul Martel ne souriait. Ne répétez pas cela. Qu'auriez croire combien
idiot et vaniteux simple. Je voudrais l'avoir fait. Je connaîtrai pas. Pourquoi va-t-elle toujours? Vérité brutale, je vous fais juge. Mépris pour les ouvriers. Vaillait de leurs mains. Joli sentiment se développant d'embrasser plus tard une carrière. Pauvre maman, flattée, encouragée. La mort de mon père, lui laissant lycée, avait su se créer une bonne clientèle. Lingère et brodeuse, le temps passait. Mes classes, suivre les cours des beaux-arts, ne croyez pas m'attira de ce côté, mais d'une part mon instruction primaire ne me permettait pas l'accès de toutes les carrières. Et de l'autre, il me plaisait assez de me donner le genre artiste. Je savais aussi que ces études, peu absorbantes, permettent le joyeux passe-temps. Mon programme était de m'amuser. L'inscription à l'école des beaux-arts me servait de prétexte. Je n'entrerai pas dans le détail de cette période de ma vie. Elle n'est guère édifiante. Ma mère travaillait, peinait, s'usait. Moi, je suivais mes cours en amateur. Ne voulant pas paraître moins huppé que mes camarades, je réclamais des vêtements plus élégants. Il me fallait aussi de l'argent de poche que je dépensais Dieu sait comment et avec qui. Maman veillait quelques heures de plus, et j'obtenais ce que j'avais demandé. Voilà le bon fils que j'étais à 17 ans, mademoiselle. À cet âge, les garçons sont si peu raisonnables, murmura Solange, toute gênée de la confession qu'il lui faisait là, et désireuse de lui trouver une excuse. Martel continua. Cet état de choses durerait encore peut-être si le ciel ne s'en était mêlé. Ma mère, sans que d'abord je susse pourquoi, se mit à perdre son entrain et une certaine disposition joyeuse qui était le fond de son caractère. Elle soupirait, elle essuyait souvent des yeux humides. Un soir, elle s'ouvrit à moi. « J'ai bien du souci, mon petit. Tu as tort de t'en faire, maman, ça n'avance à rien. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas quand mes pauvres yeux vont si mal? Tes yeux? Oui, j'y vois moins bien. Il faut consulter et te soigner. » Elle secouait la tête. « Tous les médecins de la terre n'y pourront rien et ne m'empêcheront pas de devenir aveugle. » Il me parut, la cécité, famille, tu as raison. La parole était toujours grand claire, mais pourquoi les miens baissent un peu, tout comme les médecins, tout travail, lui donner des soins, conviction que prit grand remords. Cet élémentaire devoir, jeunesse ne croit pas, se réalisa qu'une telle coup sur moi. Je ne pressais comme elle que le premier. Que le broderie et même tout travail faisait vivre. Comment ferions-nous? Me leurrer et leurrer, cela la pauvre femme, rapide du mal, contente parce que affectueux aussi plus assidue, elle espérait que le ciel lui ferait grâce, pied à l'étrier. Le ciel ne lui laissa pas ce délai. Malgré l'application qu'elle y apportait, ses broderies n'avaient plus les qualités d'autrefois. Les clientes s'éloignaient. L'une d'elles refusa nettement de prendre livraison d'une commande. Maman comprit, c'était la fin. Ce jour-là, elle courut chez un oculiste afin qu'il lui rendît la vue. Hélas, ce jour-là, la science ne fait pas de miracle. Maman demandait la vérité, on la lui dit brutalement. Rien à faire. C'était pour demain la cécité. Je me rappellerai toujours mon retour à la maison. Ce soir-là, et le désespoir de maman et ses larmes, mon effondrement. Elle ne pouvait encore prendre son parti de son impuissance et à tout moment me désignait les pièces de lingerie laissées pour compte qui gisaient sur la table. Voyons, dis-moi, ce n'est pas si mal. Que lui répondre? La nuit ne fut qu'un sanglot. Elle en voulait à ses clientes qu'il abandonnait, au ciel qui permettait son infirmité. Il n'y avait que moi qu'elle n'accusait pas, et cependant. À ce point de son récit, Paul s'arrêta. Paul Martel s'arrêta, la gorge serrée par son émotion. « Mais vous avez si bien réparé, ensuite, suggéra Solange, consolatrice. Certains malheurs sont irréparables, mademoiselle. Tous mes soins ne rendront pas à ma mère l'usage de ses yeux. La cécité est une infirmité si pénible. Elle dresse comme les murs d'une prison autour de l'aveugle et l'isole du monde extérieur. Ne rien voir que c'est dur. Pensez que presque toutes les sensations agréables nous viennent par les yeux.